Bonsoir les amis. Ne pas oublier que c'est un plaisir de bien vouloir euh, continuer avec les séances du cours. Donc, euh, Dans ce premier temps, on avait parlé de données. Nous avons défini la question de, la question de information. Nous allons définir la question de connaissances, des compétences et nous allons parler maintenant de système d'information. Alors, je vous ai dit que un système d'information, c'est un ensemble de ressources. Un ensemble de ressources, donc, euh, il est constitué de matériel, de logiciels, de personnes, et des données et procédures. Donc, dans un système d'information, il y a trois éléments principaux. Il y a les personnes, il y a les matériels, il y a des logiciels ou des procédures. Donc, en fait, le système d'information permet de regrouper, de classifier, de traiter et de diffuser euh, sur un environnement donné. Donc, je vous ai parlé de connaissances, ce que ça veut dire. Donc, c'est pas la peine de rester ici. Je vous ai parlé non seulement la connaissance, la compétence. Je vous ai parlé de qu'est-ce que ça veut dire information. Mais on va plus loin aujourd'hui dans le cadre de ce cours. Maintenant, le rôle du système d'information. Donc, le système d'information, dans un sens plus large, permet de véhiculer la communication dans l'organisation. Donc, le système d'information, ça est constitué de l'ensemble des ressources, par exemple. Donc, il est constitué de l'ensemble des ressources, par exemple. On parle de un ensemble des ressources, les hommes, le matériel, les logiciels. Et puis, on peut dire aussi, cela permet de collecter, de stocker, de traiter, de communiquer. Donc, le système d'information, dans un sens plus large, permet de coordonner. Donc, ou bien, il est là donc on peut dire que le système d'information coordonne grâce à l'information des activités de l'organisation et lui permet ainsi d'atteindre un ensemble d'utilité. Donc, c'est le système d'information qui permet à l'entreprise de réaliser certains objectifs. Donc, il permet, le système d'information coordonne grâce à l'information, les activités il est là pour coordonner les activités de l'entreprise. Donc, ça, je voudrais dire. Donc, le système d'information joue un rôle important dans la vie des êtres humains. De ce fait, il est fondamental de se tendre vers un système d'information qu'on appelle SI, euh, SI fiable et de qualité. Donc, cette définition est donnée par M. Gérançon. Donc, il est un docteur en informatique, donc surtout en informatique cognitive. Donc, je dis que le système d'information joue un rôle important dans la vie des êtres humains. Donc, il y a pas, aujourd'hui, il n'y a pas il y a pas d'être humain sans avoir centré sur un système d'information. Voilà. Dans la deuxième partie de ce cours, vous devez savoir aujourd'hui qu'il y a justement les composants du système d'information. Aujourd'hui, le système d'information est composé de personnel, d'information, d'équipement et de logiciels. Donc, il y a les composants. Il y a le rôle du SI, mais aussi il y a les composants. Donc, les composants, donc, le personnel. Donc, il faut avoir des personnes. Le système d'information est composé d'informations. Il est composé aussi d'équipements et des logiciels. Donc, il y a quatre éléments centraux dans le système d'information. Donc, on peut dire procédure ou bien logiciel. Donc, je vous ai dit que le système d'information est composé de personnel, d'information, équipement et logiciel. Donc, le système d'information, il y a une différence entre le système d'information et le système informatique. Le système d'information lui-même est un ensemble, le système d'information lui-même, c'est l'élément,
c'est l'élément global à l'intérieur de laquelle, donc, à l'intérieur duquel on trouve justement le système informatique. Donc, le système d'information, non, le système informatique se trouve à l'intérieur du système d'information. Écoutez bien, le système informatique se trouve à l'intérieur même du système d'information. Donc, le système informatique est un ensemble du système. Le système informatique est un ensemble du système d'information et groupe dans le système informatique, on trouve les ordinateurs, les équipements de télécommunications, les logiciels, tout ça. En résumé, le système informatique est composé des hardware, des software et les équipements de télécommunications, donc les équipements qu'on trouve dans les réseaux informatiques comme, euh, comme les switches, les routeurs, les routeurs, on peut dire tant d'autres éléments qui se trouvent justement dans le système, dans le réseau informatique. C'est pourquoi on dit que le système informatique est composé des hardware, de software et les équipements de télécommunication. Ah, donc, il y a trois types de systèmes au niveau d'une organisation. Il y a trois types de systèmes ici. Il y a le système de pilotage, il y a le système d'information et il y a le système opérant. Donc, au départ, dans une entreprise, il y a trois types de systèmes. Il y a le système de pilotage, il y a le système d'information, il y a le système opérant. Mais est-ce qu'il y a une différence entre ces trois systèmes en question? Donc, nous allons voir ça. On dit système de pilotage ou système de décision ou système d'aide à la décision. Écoutez bien, on dit le système de pilotage ou le système de décision ou bien le système d'aide à la décision. Quel est le code du système de pilotage dans une entreprise? Le système de pilotage est responsable de la planification et de la prévision de l'entreprise. Le système de pilotage contrôle de la gestion, de la gestion et, de la gestion et du budget de l'entreprise. On veut dire, donc cela contrôle la gestion et le budget de l'entreprise. Donc, si on ne veut pas dire le système de pilotage, on peut dire le système social, c'est-à-dire l'équipe sociale. Par exemple, lorsqu'on a une entreprise, il y a toujours le système administratif. Par exemple, si on a une université, donc il y a le rectorat. Donc, le système social, donc il y a le rectorat, il y a le secrétariat, donc cela fait partie du système social. Donc, ce sont les gens qui prennent des décisions pour l'entreprise. Ce sont les personnes qui gèrent l'entreprise. OK? Donc, le système, mais après avoir trouvé le système des pilotages et le système d'aide à la décision, on trouve exactement le système d'information. Donc, le système d'information joue le rôle d'interface entre le système de pilotage et le système opérateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Le système d'information joue le rôle intermédiaire. Il joue le rôle de pont entre le système de pilotage et le système opérant. Donc, le système d'information est un élément important. Si le système d'information n'existe pas, donc il y aura une grande faiblesse au niveau du système, au niveau d'une organisation ou bien d'une entreprise. Donc c'est pourquoi on dit que le système d'information joue le rôle d'interface ou bien le rôle d'intermédiaire, okay, entre le système de pilotage et le système opérant. Voilà le schéma qui montre exactement ce que ça veut dire. Maintenant, il faut remarquer que le système de pilotage communique avec le système d'information. Le système d'information, lui, transmet le message via le système opérant et le système opérant retourne le message vers le système d'information et le système d'information mais transmet le message au système de pilotage. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on a une entreprise,
Mais le système d'aide à la décision, les personnes qui gèrent l'entreprise, qui prennent des décisions. Donc, après avoir pris les décisions, donc, il faut trouver un système qui gère les informations, qui collecte les données, qui traite les données, qui collecte les données. On parle de collection, traitement, stockage des données. Après avoir trouvé le système de stockage, maintenant, après avoir traité, stocké quelque part, maintenant, les données doivent être diffusées. Mais qui va diffuser l'information dans ce système opérant? Ce sont les matériels, c'est-à-dire que le système opérationnel dans lequel on trouve, par exemple, le système opérationnel, on trouve les ordinateurs, on trouve le système de télécommunication. Par exemple, lorsqu'on veut faire véhiculer l'information sur les réseaux comme Facebook, YouTube, Twitter et autres, et lorsqu'on veut, par exemple, faire connaître l'ensemble des éléments de l'entreprise, donc il faut utiliser un système pour pouvoir faire véhiculer l'information. Donc, c'est le système opérable. On peut le système opérationnel qui diffuse l'information. Mais le système d'information traite l'information, stocke les informations et aide à diffuser l'information à partir du matériel qui existe au sein de l'entreprise. Mais je vais aller plus loin pour vous expliquer en détail le système opérant. Donc, il y a 4 fonctions du système d'information. Le système d'information joue 4 fonctions. Donc, premièrement, c'est acquisition de l'information. On parle de, je ne veux pas dire l'acquisition, on peut dire collection de l'information. Stockage de l'information, il permet de stocker les informations. L'autre fonction, c'est le traitement de l'information. Donc, cela permet de traiter les informations. Quatrièmement, il permet de diffuser l'information, distribuer l'information, communiquer l'information. C'est pourquoi, dans un premier temps, on dit que le système d'information est un outil de communication, est un outil de communication. Voilà. Donc, voici le schéma qui existe ici. Donc, là, on parle d'acquisition des données. Maintenant, il y a stockage des données, il y a traitement des données et puis il y a la diffusion des données. Donc, dans la troisième partie du cours, donc, il faut voir ça, voici les schémas. Donc, ça explique de manière plus approfondie. Donc, il y a le système de pilotage, le système d'aide à la décision. Cela gère les flux de décisions. Donc, toutes les décisions donc, euh, doivent être, doivent être, doivent être, doivent être justement coordonnées, bien prises par le système de décision. Donc, on parle de flux de décision. Et le SI lui-même, qui est le système d'information, il gère les flux d'informations, toutes les informations qui vont être traitées, stockées, organisées. Donc, c'est le flux d'informations, c'est le système d'information qui s'en charge. Maintenant, il y a le système opérationnel, mais le système opérant. Donc, il gère justement le flux physique, c'est-à-dire que tout ce qui a rapport avec les matériels de l'entreprise, tout ce qui a rapport avec les flux de diffusion, donc tout ce qui a rapport avec justement tout ce qui a rapport avec la diffusion de l'information. Donc au niveau d'une entreprise, il y a environ 4 architectures. Il y a l'architecture métier, il y a l'architecture fonctionnelle, il y a l'architecture applicative, il y a l'architecture technique. Qu'est-ce que ça veut dire? L'architecture métier lui-même, donc c'est le système d'aide à la décision. Donc tout ce qui a rapport avec le système opérationnel, le système de pilotage. Donc architecture fonctionnelle, c'est tout ce qui va être fonctionné au niveau de l'entreprise. L'architecture applicative, c'est tout ce qui va être en rapport avec l'application, bien les logiciels, l'architecture applicative. L'architecture technique, c'est tout ce qui a un rapport avec ce qu'on appelle les matériels au niveau, bien, au niveau de l'entreprise, tout ce qui a un rapport avec le fonctionnement de l'entreprise en matière de
de matériel. Maintenant, voici le schéma ici, donc je vais vous expliquer. Donc, l'architecture métier met l'accent sur l'ensemble des processus métiers. Donc, lorsqu'on parle de processus métier, tout ce qui a rapport avec les flux de décisions, tout ce qui a rapport avec ce qu'on appelle le système décisionnel, le système social. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont s'en charger de prendre des décisions au niveau de l'entreprise. On va l'architecture métier, les processus métiers. Donc, ça concerne le domaine en question, le domaine précis. OK, par exemple, si on est dans de la médecine, donc les personnes qui s'en sortent, donc ce sont les personnes qui ont une capacité, ou bien dans ce domaine en question. C'est ce qu'on dit l'architecture métier. Donc ça concerne un domaine précis. L'architecture fonctionnelle, donc cela détermine les besoins du système en termes de fonctionnalité. Au départ, sans mettre l'accent sur le logiciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on ne veut pas dire les besoins, on peut dire aussi les exigences du système. Lorsqu'on veut développer une application, au départ, il y a un ensemble de besoins. Parce qu'on développe pour résoudre un problème, pour répondre à un besoin, pour répondre à un problème donné, pour répondre à des exigences, pour répondre, pour solutionner un problème. Par exemple, si on veut développer une application pour une université en question, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, il faut questionner les besoins. Donc, qu'est-ce qui ne marche pas au sein de l'université? Par exemple, si on n'avait pas un système qui gère les notes, qui gère les paiements, qui gère les étudiants, qui gère l'inscription des étudiants, qui gère les examens, qui gère les cours en ligne. Donc, tout ça a rapport avec les besoins de l'université. Est-ce qu'il y a un système qui gère justement et les fiches de paiement, un système qui gère justement les paiements en ligne, les paiements présentiels, tout ça. Donc maintenant, est-ce que le paiement se fait via mon cash, via Unibank, via Sojibank? Donc, tout ça a rapport avec le problème en question. Donc pour ce faire, donc tout ça a rapport avec l'architecture fonctionnelle même d'une entreprise, l'architecture fonctionnelle même du système en question, du logiciel. Donc l'architecture fonctionnelle dépend des besoins du système qu'on veut développer pour l'entreprise en question. L'architecture applicative donc, détermine l'ensemble des logiciels et progiciels qui vont répondre aux besoins des utilisateurs. Donc, lorsqu'on développe un système, donc on peut avoir des logiciels et des progiciels. Donc, je pense que vous allez faire une recherche sur la question de logiciel et progiciel. Il y a des différences pour pouvoir cerner la notion de progiciel et logiciel. Donc, c'est facile à comprendre. Maintenant, lorsqu'on parle des logiciels et progiciels, c'est que il y a des logiciels privés, il y a des logiciels publics. Donc, essayez de déterminer cette question-là, la différence entre logiciel et logiciel. Donc, je vous ai dit qu'il y a des logiciels publics, il y a des logiciels privés. Donc, c'est essayer de faire la différence vous-même en faisant d'autres recherches. Donc, l'architecture technique, pour finir avec cette partie, c'est l'ensemble des moyens techniques permettant au logiciel et logiciels sélectionner de fonctionner. Donc, cela permet au logiciel de fonctionner. Si on a des logiciels, donc, il faut avoir un système. Il faut avoir des matériels, il faut avoir des supports permettant de déployer les applications, permettant d'installer les applications, les serveurs, les routeurs, les ordinateurs, les câbles réseau, tablettes, smartphones, etc. Donc, on va l'acheter du technique. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que l'architecture applicative physique sont purement techniques. Donc, lorsqu'on entre directement dans la question de l'architecture applicative et physique, on parle directement d'une architecture technologique. C'est une architecture purement technologique. Donc, ça concerne la technologie parce qu'on parle d'application et les matériels. Donc, on ne peut pas avoir des applications
sans avoir des matériels disponibles. C'est pourquoi, si on a un système, il faut avoir un ordinateur. Si on a un système, il faut avoir des switches, des routeurs, des éléments, des équipements, des télécommunications, des équipements qui sont en rapport avec les réseaux. Donc, c'est-à-dire, elle se base sur une vision technologique. Et les deux premières, une vision métier, c'est-à-dire que l'architecture métier, l'architecture fonctionnelle dépend de la description, c'est-à-dire qu'elle dépend du domaine en question. Donc, après avoir défini les processus métiers et l'architecture fonctionnelle, maintenant on peut juste directement entrer dans la question d'application, dans la question de la réalisation d'une application et pour pouvoir déployer sur un système physique. Clair. Voilà. Maintenant, pour pouvoir terminer avec cette partie, il faut dire que UML, c'est Unified Modeling Language. C'est un langage, on parle de, c'est un langage. Donc, pour pouvoir comprendre la notion du système d'information, il faut utiliser un langage. Donc, qui est UML. UML, c'est langage de modélisation unifiée. Donc, au départ, UML est un langage de modélisation unifiée. La conception et dans la rédaction de logiciels, il est super important d'appliquer une méthode dans le domaine du développement, dans le domaine de la réalisation des logiciels. C'est pourquoi les informaticiens de nos jours utilisent un ensemble de méthodes. Là, on parle de méthodes de développement, méthodes de réalisation, méthodes de conception d'application. Okay? On parle aussi de méthodes d'analyse. Okay? Pour pouvoir construire un logiciel qui peut répondre aux besoins d'une entreprise. Pour ce faire, il est obligatoire d'utiliser un langage qu'on appelle le IML. C'est un langage de modélisation unifiée. Mais quel est le rôle de ce langage? Pourquoi faut-il apprendre ce langage? Donc, mais au départ, laisse-moi vous dire qu'il y avait un ensemble de méthodes. Il y a au niveau, dans les années 70, on avait la méthode SAT. Et les années 80, on avait la méthode MIRIS, on avait la méthode OMT, et vers l'année 90. Et dès les années 95, on avait la méthode UML, qui est la méthode la plus récente, qui peuvent mieux aider à développer des systèmes robustes, des systèmes de qualité, c'est-à-dire des systèmes, des logiciels de qualité. OK? Donc, on remarque qu'il y avait une explosion dans la création de méthodes de conception. C'est-à-dire que la méthode MERIS, la méthode SAT, ce sont des méthodes de conception et de réalisation de logiciels. Par exemple, UML est une méthode de conception. Mais il y avait beaucoup de méthodes. C'est pourquoi on dit qu'il y avait une explosion. Il y a tant de méthodes. Mais dans notre cas, nous allons vous montrer comment utiliser la dernière méthode qui est UML et qui est la méthode la plus récente aujourd'hui pour pouvoir comprendre comment concevoir, comment un logiciel, comment concevoir, comment maîtriser la conception de développement, la conception de réalisation, la conception d'une application. Donc c'est là l'ambiance même de ce cours qu'on appelle le système d'information. C'est là l'objectif, c'est de montrer comment concevoir. C'est vous donner la méthode, la manière d'analyser, de concevoir un logiciel. OK? Donc, pourquoi UML? Donc, pour le développement de logiciels, car le système d'information devient de plus en plus complexe. Parce que aujourd'hui, développer un système, c'est assez complexe. C'est assez difficile à comprendre. Mais il faut qu'il y ait une méthode pour pouvoir comprendre le développement ou bien la conception. Donc, cela permet de créer justement une meilleure compréhension du domaine. Donc, l'UML permet de mieux comprendre le domaine de développement. L'UML permet
une meilleure conception de logiciel. Donc, pas n'importe quelle conception, mais il faut qu'il y ait une conception, une conception scientifique, une conception qui a un rapport, qui respecte justement une méthode scientifique. Voilà. Donc, pour mieux développer les besoins, donc cela permet de mieux développer les besoins ou les exigences du système. Donc, dans un premier temps, il ne faut pas dire besoin, mais il faut dire les exigences, les besoins d'une application, les besoins d'un système, les besoins du logiciel. OK? Voilà. Donc, en fait, YML est un langage de modélisation, mais pas comme HTML, CSS, pas comme SQL. Donc, c'est un langage graphique, c'est un langage symbolique, c'est un langage de sémantique. OK? Donc, YML est un langage symbolique et graphique car il est constitué de beaucoup de symboles. YML a choisi une notation supplémentaire. Il s'agit d'une forme visuelle formée sur des graphes et des diagrammes. De ce fait, YML est le langage. Donc, le langage YML est constitué des éléments constitutifs comme tout langage, à savoir, donc, YML a un ensemble de concepts, on parle de alphabet. YML a un ensemble de syntaxe qu'on appelle orthographe. Et YML a sa propre sémantique, qu'on parle de grammaire, parce que toute langue contient des alphabets, des orthographes et la grammaire. Donc, si on veut parler de français, il faut savoir les alphabets, il faut savoir écrire les orthographes, il faut savoir les orthographes et aussi il faut savoir la grammaire, c'est-à-dire les règles grammaticales pour pouvoir construire, pour pouvoir parler cette langue. De même, pour pouvoir parler cette langue, pour pouvoir concevoir avec cette langue qui est humaine, il faut savoir les concepts, les syntaxes et les sémantiques. Très bien. Donc, c'est ça. Donc, en fait, puisque YML est un langage, il permet donc d'exprimer clairement des concepts objets. Donc, comme vous avez déjà fait ce qu'on appelle la programmation, donc vous savez réellement probablement les concepts objets. Il n'y a pas la peine de rester trop ici. Donc, le langage YML permet de représenter les concepts abstraits, graphiquement par exemple. Ok, ça permet de limiter les ambiguïtés. Donc, si on veut développer une application, il n'y aura pas trop d'ambiguïté parce que on va parler un langage commun au vocabulaire précis. Donc, cela permet de faciliter l'analyse, simplifier la comparaison et l'évaluation des solutions. Donc, cela permet de mieux analyser lorsqu'on va développer une application. Donc, YML est un langage d'analyse et de conception objet. Il faut retenir cette phrase-là. YML, en fait, est un langage d'analyse et de conception objet. Merci, donc c'était un plaisir. Donc, je pense que vous avez tout maîtrisé aujourd'hui. Donc, on peut dire, pour finir, la modélisation du système. Modéliser un système permet avant sa réalisation, permet avant sa réalisation de mieux comprendre le fonctionnement d'un système. Avant de développer une application, on a saisi justement la manière, on a saisi la compréhension du système. Donc cela permet aussi, c'est un moyen de maîtriser la complexité, d'assurer la cohérence des systèmes. Cela permet aussi de modéliser. Donc, modéliser permet d'aboutir à une précision du problème donné. Donc, quand on parle de modéliser, il faut avoir un problème. Parce qu'on va modéliser un problème pour porter une solution. Donc, c'est ça UML. UML est un langage qui permet de modéliser, qui permet de concevoir afin d'aboutir à une précision à un problème donné. Donc, voilà, dans le cadre du développement d'une application. Voilà. OK. En résumé, YML est un langage qui permet de faire quatre éléments, quatre choses majeures. Cela permet de visualiser, de spécifier, de construire et de documenter. YML permet de visualiser. Donc, chaque symbole graphique possède une sémantique. Permet de spécifier de manière précise et éviter l'ambiguïté, pas d'ambiguïté. Permet de construire.
une partie du code des classes peut être générée automatiquement. Je vais expliquer ça dans un autre cours. Donc, il permet aussi de documenter les différents diagrammes, notes, contraintes, exigences sont observées dans un document. Parce que s'il y a modélisation, il faut avoir un document pour pouvoir modéliser. Donc, dans la modélisation, qu'est-ce qu'on va voir? Les concepts, on va voir le modèle. Donc, on va créer des modèles, on va créer des graphes, on va créer des diagrammes, on va créer des symboles. Maintenant, c'est un langage graphique. Donc, quelqu'un va seulement regarder quelque chose et vous allez l'expliquer, il va comprendre. Donc c'est ça justement le langage UML. Donc, en résumé, le UML permet de visualiser, de spécifier, de construire et de documenter. Merci, c'était un plaisir. Ciao. À ne pas oublier d'abonner et de partager cela.